Yo les Brookies, on se retrouve pour un concept qui date vu que je l'avais utilisé pour mes lives TikTok, enfin pour les extraits de plus d'une minute que je pouvais pas utiliser pour le YouTube Short. C'est tout simplement le retour du concert de Brooke, donc là pour le coup ça ne va pas être des extraits de live, mais ça va être plutôt des analyses qui sont justement trop longues pour YouTube Short, des analyses que j'ai fait sur TikTok et qui sont postées sur TikTok d'ailleurs, donc vous pourrez les retrouver là-bas, mais je me suis dit que ça serait sympa de faire une compilation justement de ces analyses et de vous le proposer par la suite. Bref, du coup je vous laisse avec ces petites vidéos et nous on se retrouve très bientôt. À plus les Brookies. Ken Kaneki peut représenter les jeunes issus de l'immigration. Vous allez me dire comme ça, mais de quoi il parle, etc. C'est bizarre, mais j'ai analysé un peu le personnage et c'est quelque chose que j'ai très peu vu, voire pas du tout, et j'aimerais en parler. Pourquoi je dis ça? Ken Kaneki, à la base, était une personne, un humain, de manière classique, qui est devenu mi-homme, mi-ghoul. Donc on peut prendre déjà ce côté mi-homme, mi-ghoul par des binationaux, des jeunes qui ont deux nationalités. Et c'est là que ça va devenir important, parce que en fait, c'est plus dans la mentalité de Ken Kaneki qu'on retrouve cette mentalité des jeunes issus de l'immigration. Dans le sens où Ken Kaneki est une personne qui se recherche. C'est une personne qui va rejeter son côté ghoul, qui va rejeter son côté humain, qui va rejeter parfois les deux avant de s'accepter comme il est. Et c'est là où est toute la complexité du personnage et où je veux en venir. Dans le sens où un jeune issu de l'immigration va passer également dans plusieurs étapes de sa quête identitaire. Il va rejeter une nationalité, puis il va rejeter une autre, il va rejeter les autres, puis il va enfin s'accepter par sa diversité culturelle. Mais toutes les personnes ayant deux nationalités passent par ce passage-là et je trouve que c'est super bien représenté par Ken Kaneki. Ce n'est que ma façon de voir les choses, mais je trouve que c'est quand même une façon de voir la chose. Le rire jaune en avait parlé dans une très vieille vidéo par rapport au nouvel an chinois, je crois, ou je sais plus quelle vidéo, où il disait que on le considérait comme une banane. Physiquement, c'est un asiatique, mais parfois il se comportait comme un blanc. Il y a eu le match aussi France-Chine où il a été dans cette quête où quelle équipe il va supporter, et je trouve que ça représente plutôt bien parce que c'est pas que du coup le rire jaune, donc Kevin Tran qui a cette problématique, mais ce sont tous les enfants qui sont nés en France et qui ont une autre nationalité. Exemple tout con, moi qui suis français, donc j'ai la nationalité française, issu de parents algériens, donc je suis né en France avec la nationalité algérienne vu que mes parents sont de nationalité algérienne. Et on a connu cette phase-là, que ce soit moi ou des amis à moi qui sont issus d'immigration également. Et je trouve que c'est super important de voir ce côté-là de Ken Kaneki parce que à première vue on pourrait pas y penser, mais je me suis dit mais pourquoi en fait on n'y pense pas? Je pense que la différence majeure avec Ken Kaneki et nous, c'est que Ken Kaneki le devient au bout d'un moment. Nous sommes nés comme tel. Et donc, vu qu'on est né comme tel, on est obligé de l'accepter. Lui, il ne l'a pas voulu. Techniquement, un jeune issu de l'immigration ne l'a pas voulu parce qu'il ne décide pas d'où il naît, mais il naît comme ça également et il doit le subir, entre guillemets, parce que, comme Kaneki, il s'est lui-même rejeté, mais il a été également rejeté par plusieurs personnes, comme il a été accepté par d'autres. Et un jeune issu de l'immigration est aussi rejeté par certaines personnes, tout en étant accepté par d'autres. Et il y a plein de parallèles comme ça qu'on pourrait faire par Ken Kaneki et les jeunes issus de l'immigration qui peuvent être très intéressants. En tout cas, je sais pas si j'ai été très compréhensible, mais dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça super intéressant. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt. À plus les Brookies. Est-ce que les fourreaux rouges auraient dû mourir? Je te conseille déjà tout simplement de, si t'es pas à jour dans les scans, enfin plutôt à la fin de Nigashima, de partir parce que ça va spoiler. Du coup, est-ce que les fourreaux rouges auraient dû mourir parce qu'il y a eu ce débat du genre Oda aurait dû les tuer, etc. Personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Pourquoi, vous allez me demander? Remettons tout ça dans le contexte. 20 ans plus tôt, Momonosuke est menacé par Kaido. Pour ça, sa mère va envoyer 20 ans dans le futur Momonosuke et les fourreaux rouges. Momonosuke qui a que 8 ans et qui conserve du coup cette apparence d'enfant de 8 ans. Les fourreaux rouges, eux, l'accompagnent et vont du coup conserver également leur apparence. Revenons maintenant à la bataille d'Onigashima qu'on a actuellement. Lors de cette bataille-là, on a du coup les fourreaux rouges et Momonosuke qui se battent contre Kaido. Les fourreaux rouges sont suspectés d'être morts à au bout d'un moment, mais ne le sont pas au final. Et Momonosuke, lui, quant à lui, reprend son apparence qui devrait avoir d'origine, donc à ses 28 ans. C'est là où je veux en venir. Une fois que Luffy bat Kaido, Momonosuke n'a plus cette apparence d'enfant, sachant que Momonosuke est censé être mort et disparu de la circulation à Onigashima et à Wano. Il est considéré comme mort. Donc, imaginez que les fourreaux rouges ne sont pas morts. Luffy gagne et Momonosuke arrive à Wano disant « C'est moi, Momonosuke, je suis le shogun ». Ils n'ont pas vu Momonosuke depuis plus de 20 ans. Ils ne savent pas à quoi il ressemble. Vous pensez réellement que les habitants de Wano, surtout après avoir connu Orochi et Kaido, vont se dire
c'est Momonosuke, on va le mettre au Shogun. Je pense que toi, comme eux, on se serait dit, bah, qu'est-ce que tu racontes, nique ta race, t'es pas Momonosuke, il est mort depuis plus de 20 ans. Et c'est là où les fourreaux rouges ont un impact, parce que ces fourreaux rouges-là vont appuyer le fait que c'est Momonosuke, parce qu'on sait que les fourreaux rouges sont très fidèles à Oden et à sa famille. Donc, le fait que les fourreaux rouges soient en présence de Momonosuke va confirmer que c'est bien lui et va légitimer sa présence dans le Shogun. Sachant que on a vu que le grand-père de Momonosuke était toujours vivant, mais même ça ne marcherait pas parce qu'il est considéré comme mort et il ne veut plus avoir d'apparition publique. Donc, conclusion, sans les fourreaux rouges, aujourd'hui Momonosuke ne serait absolument pas Shogun. Définitivement, je sais pas, mais ça aurait été très compliqué pour lui de devenir Shogun. Donc, est-ce qu'il aurait fallu tuer les fourreaux rouges? Non, je ne pense pas et je suis certain de ça. Après, bien sûr, il ne suffit pas Oda a la force d'avoir des défaites plus marquantes que des morts. Les défaites sont généralement très marquantes et n'a pas besoin de tuer des personnages pour que ce soit marquant. En tout cas, voilà mon petit avis par rapport à Momonosuke et les fourreaux rouges. Et nous, on se retrouve très bientôt. A plus les rookies. Luffy n'a rien perdu à Onigashima. C'est l'un des plus gros reproches des fans de One Piece lors de la bataille d'Onigashima. Mais est-ce qu'il n'a réellement rien perdu? Telle est la question et je vais y répondre tout de suite. Non, il n'a pas rien perdu. Je m'explique. Est-ce que Onigashima commence réellement à Onigashima? Est-ce que la bataille d'Onigashima a commencé à l'instant où ils ont posé leurs pieds à Onigashima? Non, la bataille d'Onigashima a commencé il y a bien longtemps. Elle a commencé lorsque Luffy a eu l'ambition de vouloir battre Kaido. Donc à partir du moment où Law et Luffy ont commencé leur alliance à Punk Hazard. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut prendre en compte les pertes de Luffy. Et il y en a eu pas mal. Déjà si on prend au plus récent. Donc déjà ça va spoil un maximum. Donc si vous n'êtes pas à jour, je vais à la fin de Onigashima, ne restez pas là. Mais déjà Onigashima lui-même. On a déjà eu la trahison d'un des alliés de Luffy, l'un des fourreaux rouges. On a eu la trahison de Kanjuro qui était censé être un allié. Au final, il ne l'est plus. On a aussi la mort de 2 membres des fourreaux rouges, Dizo qui était aussi commandant de flotte de Barbonne Blanche, mais également d'Ashura Doji. Donc au final on a eu des pertes humaines du côté de Luffy lors de la bataille. On a aussi eu des pertes matérielles, notamment de Shisui, l'une des lames, un des sabres de Zoro. Alors certes il a été remplacé par Enma, mais le problème c'est qu'il l'a eu assez tard pour le maîtriser justement pendant la bataille. Il aurait eu peut-être un peu plus tôt, ça aurait pas été forcément la même chose, ça aurait été peut-être un peu plus facile pour eux. Ça serait sûrement pas passé de la même manière, sachant qu'on a vu que Enma absorbait un maximum son énergie et son Naki. Donc on a eu une arme dangereuse non maîtrisée pendant la bataille. Maintenant allons sur Zou. À Zou on a carrément eu Jack qui est venu affronter les Minks et on a vu Jack justement détruire les Minks et il a notamment fait en sorte que Inuarashi et Nekomamushi perdent des membres, soit un bras, soit une jambe, mais en tout cas ils ne s'en sont pas sortis indemnes et ça a quand même des conséquences au combat de manière générale. On a également Whole Cake Island. Whole Cake Island, alors là vous allez me dire quel est le rapport avec Kaido? Eh ben il y en a parce que on a tout simplement eu la mort de Pedro qui était un allié potentiel qui pouvait se battre à Onigashima, mais finalement il est décédé donc il n'a pas pu combattre, sachant que Pedro n'est pas un allié à négliger. On a aussi la monnaie d'échange de Kaido parce que Kaido, son équipage se base sur les Smiles et qui fabriquait les Smiles? C'était tout simplement Shizar qui avait pour ambition de le faire et donc aussi qui était la monnaie d'échange pour envers Doflamingo, et le fait qu'ils l'ont perdu à Whole Cake Island alors qu'il pouvait totalement servir pour Onigashima a rendu les choses un peu plus en tant que potentielle trêve à courte durée à mon avis, mais il aurait pu servir à quelque chose. Mais voilà, en tout cas tout ça pour vous dire que à Onigashima on n'a pas eu de simples pertes, mais que ça s'étale vraiment sur tout l'ensemble de l'alliance Law-Luffy qui a pour but de vaincre Kaido. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas nous on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookies. C'est quoi cette fin d'arc bidon? Si vous n'êtes pas à jour dans One Piece et notamment sur la fin de l'arc Onigashima, je vous conseille de partir parce que ça va spoil. C'est ce que j'entends régulièrement dire dans le sens où pour beaucoup Luffy n'a battu Kaido qu'avec un simple coup de poing, alors que Oda avait toujours dit qu'il ne battrait pas Kaido qu'avec un simple coup de poing. Mais est-ce que ce n'est qu'un simple coup de poing? Est-ce qu'il n'y aurait pas une signification derrière? Pour moi il y a une signification mais aussi un symbole à 2 échelles, et ce symbole est tout simplement la liberté. Le point le plus simple, c'est la liberté de Wano. En effet,
qui dit défaite de Kaido dit un Wano libre, un Wano qui n'a plus de dictateur, qui n'est plus martyrisé par ni Kaido ni Orochi pendant plus de 20 ans comme ça a été le cas. Donc déjà on a cet aspect un petit peu politique, géopolitique de cette liberté. Mais on a aussi une liberté plus symbolique représentée par Luffy. Je pense que vous voyez où je veux en venir, mais on sait que Luffy a éveillé son fruit du démon. On a appris que ce n'est pas un simple paramécia, mais un Zoan mythique, un Zoan mythologique qui représente le dieu Nika. Nika, dieu du soleil, est représentante par la liberté, notamment par ses actions, mais aussi par ce qu'il est capable de faire. En effet, Luffy est libre de faire ce qu'il veut. Dès qu'il a une idée par la tête, il peut le réaliser via son fruit du démon. Et c'est pour ça que pour moi, ce combat n'est pas juste un coup de poing. C'est pas juste un combat qui se termine par un coup de poing, mais vraiment un symbole. Ce symbole de liberté que représente Nika, mais aussi ce symbole de liberté qui permet enfin à Wano de respirer, de retrouver sa joie de vivre et de faire face à l'avenir. Et également à faire montrer ensuite Momonosuke en tant que shogun, ce qui est quand même l'objectif. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Nous on se retrouve très bientôt. À plus les brokistes.